Bonjour à tous, nous concluons aujourd'hui notre cycle d'interviews réalisé en décembre dernier à l'occasion du Salon des lanceurs d'alerte avec une interview de Philippe Pascot portant sur la moralisation de la vie politique. Ancien adjoint à la mairie d'Évry aux côtés de Manuel Valls, Philippe Pascot a côtoyé pendant plus de 10 ans une classe politique dont il connaît les moindres secrets. Écœuré par les magouilles et les arrangements entre amis, il quitte brutalement ce petit monde en 2014 et publie plusieurs ouvrages exposant conflits d'intérêts, clientélisme et tentatives de corruption. Son livre « Pilleurs d'État », sorti en 2016, s'est écoulé à plus de 100 000 exemplaires, se classant dans les meilleures ventes d'essais politiques. En décembre dernier, nous avons pu interroger Philippe Pascot sur la désaffection des citoyens pour leurs représentants, sur les affaires qui ont animé la campagne présidentielle de 2017 et sur la volonté affichée par Emmanuel Macron de renouveler la classe politique et de moraliser ses pratiques. Ces réponses vous intéresseront très certainement. Nous vous souhaitons donc un bon visionnage. Merci à tous pour l'enthousiasme que vous avez montré pour nos interviews de lanceurs d'alerte. Vous pouvez bien entendu toutes les retrouver sur notre chaîne YouTube. C'était un exercice nouveau pour nous qui nous a plu et que nous réaliserons sans doute à nouveau à l'avenir. On vous laisse donc avec Philippe Pascot. Salut et à très vite. Philippe Pascot, bonjour. Bonjour. Au fil de vos différents livres, vous avez exposé les abus plus ou moins légaux de nombreux politiciens dans le cadre de leurs fonctions. Donc, la corruption, le clientélisme, l'abus de pouvoir en politique. Est-ce que c'est le fait de personnes mal intentionnées ou c'est juste que c'est comme ça que le système fonctionne et qu'il est extrêmement facile de tomber dedans sans même s'en rendre compte? Alors, petite rectification, la plupart des abus que je dénonce sont malheureusement légaux. Sont complètement immoraux, mais légaux. Et c'est surtout un système qui fait que même un élu qui est sympathique, comme les élus députés là qui viennent de rentrer dernièrement, les élus REM, je crois, ou LERM, je me rappelle même plus, comme ils sont tellement nouveaux, on ne connaît pas encore, et ben ils sont rentrés dans la soupe, et comme la soupe est vachement bonne, comme la soupe est très très bonne, et ben ces gens-là, comme par hasard, ne veulent plus ne pas la manger. On a justement souvent l'image au niveau national d'une caste de politiciens qui se seraient éloignés des réalités des citoyens, mais d'élus locaux, eux, beaucoup plus clean et beaucoup plus au service de leurs administrés. Pourtant, la politique à l'échelle locale, ça semble loin d'être aussi lumineux à te lire. La corruption, ça commence où? Ça commence quand il y a des motifs de corruption. Je veux dire, pour les élus locaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'élus locaux qui sont corrompus, sauf sur des terriens, à partir du moment où il y a des terrains, à partir du moment où il y a des PLU à changer, à partir du moment où il y a des intérêts, etc. Donc c'est pas une question de petit élu ou de grand élu. C'est vrai que, globalement, il y a plus d'élus corrompus en haut de la pyramide. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui ont le plus de moyens et qui disposent le plus de possibilités de truander. Le petit élu qui gagne 600 € par mois, c'est très difficile. L'élu qui est conseiller au monument aux morts, il a beaucoup moins de facilité à truander, entre guillemets, se servir du système pour s'en mettre dans la poche. Mais tous les élus sont pas pourris, je le précise bien, tous les élus sont pas pourris. Mais plus on remonte en haut de la pyramide, malheureusement, plus on en rencontre. Alors vous-même, vous avez été conseiller régional, maire adjoint de Manuel Valls. Oui, Manu, si tu m'écoutes, il supporte pas quand je dis ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous décidez de rompre avec tout ça? J'ai toujours eu la prétention de ne pas avoir le doigt sous la couture. J'ai monté ma première association, loi 1901, j'avais 11 ans. Et c'est pas parce que vous faites de la politique que vous devez... Moi, il y a plein de choses que j'ai pas votées quand j'étais chez Manuel Valls. Donc je ne suis pas quelqu'un qui a le doigt sous la couture et je ne suis pas ce qu'on appelle un mouton. Donc même quand je faisais de la politique, je râlais, je dénonçais ce qui n'était pas bien, y compris dans mon propre camp. Et comme en plus, je me suis rendu compte qu'en fouillant un peu plus, c'était dans tous les camps que quelque part il y avait de la magouille, j'ai décidé de l'écrire pour que les gens le sachent. Parce qu'il faut le savoir, il n'existait pas en France, avant que je commence à l'écrire, de références écrites sur les malversations des élus. Aujourd'hui, vous pouvez savoir il y a combien de bouchers de plus de 18 ans, qui ont 3 dents en or, qui ont fait de la prison pour détournement de viande. Mais vous ne pouvez pas savoir combien il y a d'élus qui sont en prison parce qu'il n'y avait aucune référence là-dessus. Donc je me suis attelé, j'ai tiré sur la ficelle et j'ai découvert une grosse corde. Donc en 2017, on a eu donc des élections présidentielles avec une campagne extrêmement centrée sur la question des affaires. Ah bon? Il paraît. Il paraît. Moi, j'ai eu surtout une campagne en 2017 centrée sur un produit marketing. Alors, on va y venir sans doute après. Mais déjà, concernant les affaires, est-ce que justement les diverses révélations qu'il y a pu avoir, c'est quelque chose qui a toujours un impact sur le public? Ou au final, est-ce qu'on s'est tous tellement habitués à ça qu'on ne construit même plus la politique comme quelque chose qui puisse être désintéressé? Alors c'est une question intéressante, mais c'est compliqué parce que par rapport à mes études et par rapport à ce que j'ai fait, je m'aperçois que tout le monde est contre la corruption, à condition que ça soit
pas son élu. Parce que on veut que son petit élu puisse vous trouver un petit boulot. On veut que son petit élu vous fasse sauter votre PV. On veut que votre élu trouve un logement pour votre fille, trouve un boulot pour votre frère qui a besoin de bosser. Et donc la corruption, elle s'arrête où? Moi, la corruption, elle doit être totale. C'est pour ça que je réclame une transparence totale au niveau des élus. Parce que plus on est transparent, moins il y a d'abus. Plus les gens savent, moins ils peuvent le faire. Parce que tout ça se passe dans l'opacité. Donc l'ensemble des populations est contre les malversations et contre les corrompus, à condition que ce ne soit pas celui qui habite à côté de chez soi. Parce que celui qui habite à côté de chez soi, on a tendance à lui pardonner. Et ça, je ne suis pas d'accord non plus. La preuve, c'est que malheureusement, dans les élus locaux, dans les élus il y a plein de truands qui sont réélus. Moi, je hurle toujours, et je le dis d'ailleurs dans toutes mes conférences, je ne comprends pas que des élus qui soient condamnés pour agression sexuelle, je pèse mes mots, agression sexuelle, première instance, appel, cassation, ils sont condamnés. Ils se présentent, ils sont élus au premier tour. Il y a même des femmes qui votent pour eux, même s'il n'y en a plus beaucoup. Parce qu'il faut savoir que la plupart des élus truands sont élus avec une petite minorité d'électeurs. Maintenant, il n'y a plus de démocratie. J'ai des élus aujourd'hui qui sont élus avec 0,5 électeurs sur 10. 0,5 électeurs sur 10. Ces gens sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Et c'est aussi pour ça que je milite pour le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc in facto. Puisque s'il y avait le vote obligatoire, le vote blanc, on est obligé de le rentrer dans les exprimés. Et si on rentre le vote blanc dans les exprimés, on peut se débarrasser de la peste et du choléra. Parce que si vous réfléchissez bien, depuis 10 ou 15 ans, on ne vote plus par conviction, on vote par élimination. C'est-à-dire qu'on vote pour le moindre pire. Quand vous dites que M. Macron a fait 43% des voix, c'est ce qu'on se dit partout. Non, non. M. Macron a fait des électeurs qui ne voulaient pas voter pour l'autre candidate. Mais ce n'est pas des candidats à lui. Donc la politique aujourd'hui est complètement dénaturée. Et les élus eux-mêmes participent à ce genre de choses. Alors Emmanuel Macron, justement, pour parler de lui, il a été élu notamment sur la promesse de moraliser la vie politique du pays, ouais. Ce qui a abouti cet été à une loi dite de moralisation de la vie publique. Alors ça, excusez-moi, cette loi-là est une loi bidon. Cette loi-là n'a quasiment rien changé. Je peux vous donner quelques exemples. Le casier judiciaire vierge. Aujourd'hui, le maire de Pézenas vient d'être condamné pour prise illégale d'intérêt, une amende et une condamnation. Il n'a pas d'éligibilité, donc il peut continuer à être élu. Donc cette première chose-là, M. Macron a menti devant des millions de spectateurs. Quand on vous dit on a lutté contre les emplois fictifs, non, non. Maintenant, vous n'avez plus le droit d'embaucher votre femme, vous n'avez plus le droit d'embaucher votre sœur, vous n'avez plus le droit d'embaucher votre fils comme assistant parlementaire. Mais vous pouvez toujours embaucher votre maîtresse ou votre amant. Et il y a même des députés qui ont trouvé la combine, et c'était tellement simple. Eh ben, ils donnent leur femme à un autre député, ils prennent le fils de l'autre député, et ni vu ni connu. Mais par contre, il n'y a aucune loi qui a été posée sur la réalité de l'emploi fictif. On parle des prises d'intérêt des élus. Ils ont voté une super loi dans la moralisation, sauf qu'un élu peut toujours être avocat. Et il n'y a pas mieux, en tant qu'avocat et député, pour toucher des honoraires en douce. Elle est où cette moralisation? Expliquez-moi, donnez-moi une seule loi réelle, une seule conséquence réelle de la pseudo-loi de moralisation qui a été votée. Ces gens-là nous ont enfumés. Excusez-moi de le dire. Alors justement, est-ce qu'au regard de cette présidentielle et de cette promesse qui était faite de moraliser, est-ce qu'on ne peut pas dire que... C'est qu'une promesse. Hein. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait, Macron? Il a fait du Chirac. Les promesses n'incombent qu'à ceux qui les écoutent. Voilà. On a écouté, on l'a cru, il nous a menti. Mais là où c'est pire, c'est qu'aujourd'hui, il déclare le contraire à la télé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le président de la République a déclaré non, à partir de demain, grâce à moi, plus aucun élu ne pourra être élu s'il n'a pas un casier judiciaire vierge. Ça a été déclaré à la télévision. Aujourd'hui, j'ai les preuves que c'est pas vrai. Mais il en reste toujours quelque chose. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Alors justement, avec cette élection, la probité qui est censée être au cœur normalement de l'engagement politique, est-ce que c'est pas devenu juste un argument marketing comme un autre, comme si aucun candidat propose quelque chose de réellement nouveau, c'était uniquement sur ce genre de choses qu'aujourd'hui on se faisait... Oui, il a surfé là-dessus, c'est pour ça que je dis que c'est un produit marketing. Mais vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on appelle la probité aujourd'hui en politique? On appelle la probité un mec qui, 3 jours avant, votait contre le budget, traité, je crois, dans les journaux de Macron de connard, et 6 jours après, parce qu'on lui a donné un sucre à un Marocain, se retrouve à l'Assemblée pour défendre le budget contre lequel il a voté. Vous appelez ça de la probité? Les mecs, ils étaient à gauche, ancrés à gauche depuis X temps, puis ils se retrouvent à droite. Vous appelez ça de la probité?
Des mecs qui ont soutenu un parti. Il y avait un type qui a été élu dans l'opposition comme comme questeur de l'Assemblée nationale. D'un seul coup, il passe dans la majorité et il refuse de rendre son poste. Vous appelez ça de la probité? Il n'y a plus aucune probité de la part de ces élus. Il y a juste des gens qui pensent à leur gueule, à leur carrière personnelle et la meilleure façon qu'ils ont d'être élus en ne respectant pas leurs propres paroles. Le peuple ne compte plus. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans les ministres, il y a des super lobbying. Des super lobbying, des mecs qui étaient dans des entreprises, qui sont là que pour faire du profit. Mais ils ont compris la combine. Ils n'ont plus besoin de corrompre un élu maintenant. Ils font comme en Amérique. En Amérique, ils ont résolu le problème. Il n'y a plus d'élus corrompus en Amérique. C'est les chefs d'entreprise qui sont directement au gouvernement. C'est un bonheur. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, personne ne s'en rend. Coca-Cola, vous connaissez Coca-Cola? Eh bien, Coca-Cola vient d'avoir la direction, et je vous jure que ce que je vous dirai, je ne parle toujours que de factuel, la direction officielle de l'organisme d'État qui s'occupe de lutter contre l'obésité dans le sport. Coca-Cola dirige l'organisme d'État qui s'occupe de lutter contre l'obésité dans le sport en France. C'est génial! Il est évident que Coca-Cola va nous apprendre à boire moins de Coca. J'ai pas l'impression que là on est en train de nous rouler la tête? Eh ben moi si, j'en ai les preuves, je l'écris. L'élection présidentielle, la législative qui a suivi, ça a quand même apporté un changement dans la vie politique. Je ne dis pas que c'est bien ou pas. C'est un très gros renouvellement de la classe politique. Ben oui, on est d'accord. Renouvellement, je veux bien, mais quel renouvellement? Avec des moutons? Quel renouvellement? Il y a M. Macron devait présenter les candidats partout. Il y a 51 postes où il n'a pas présenté de candidat pour laisser des vieux briscards. Personne contre Manuel Valls, personne contre Ciotti. Personne contre ces vieux chevals de retour qui sont hyper dangereux. Et comme par hasard, on n'a présenté personne contre ces gens-là. Moi, je veux bien. Mais ça me paraît bizarre comme renouvellement. Alors oui, il y a eu des renouvellements. Oui, il y a quelques élus qui sont partis parce que les gens en avaient ras-le-bol. Mais on les a remplacés par quoi? Je regarde l'Assemblée nationale l'autre fois, il y a des lois qui ont été votées. Il n'y avait que 15 députés dans l'Assemblée. 15 députés. Ils ont vite compris le système. Hein. Ils ont vite mangé dans la soupe et ils ont vite profité. 15 députés qui étaient là pour voter une loi. Les mêmes gens qui, soi-disant, allaient changer le système. Ils rentrent dans le système, ils font exactement la même chose. J'ai un problème. Le glyphosate. Pourquoi nos élus, ils hurlent pas? Pourquoi ils ne tapent pas les parlementaires sur la table en disant « nous, on ne veut pas ». Ils ont laissé faire. On va encore se le manger pendant 5 ans. Alors, on nous fait des belles déclarations, vous inquiétez pas. Dans 3 ans, on va arrêter. Parce qu'il y a un truc qui est marrant aujourd'hui. Hein. Tout ce qu'on nous promet, c'est pour plus tard. Ah, ça va aller mieux. En 2040. Alors, par exemple, je vais vous donner un truc que les députés ont voté qui est génial, sur les énergies fossiles. À partir de 2040, la loi a dit qu'on ne pourra plus se servir des énergies fossiles en France. Vous me suivez? Sauf que moi, j'ai lu la loi jusqu'au bout. Il y a un petit alinéa dans la loi qui dit que si les pétrogaziers n'ont pas fait totalement leurs bénéfices, ils pourront repousser de 25 ans. Ça, c'est marrant, on a oublié de nous le dire, dis donc. Et bien ça, c'est les lois d'aujourd'hui. Et ça, il faut que vous le sachiez. Parce qu'on nous enrobe dans la farine, on nous montre le dessus de l'iceberg, qu'on veut bien que les gens savent, et on nous cache le dessous de l'iceberg. Or, je suis désolé, un iceberg par principe, le dessous, c'est beaucoup plus grand que le dessus. On peut avoir l'impression, avec ces élections, qu'on est passé du modèle de l'apparatchik, de la personne qui faisait carrière dans son parti, il y a beaucoup plus de place aujourd'hui qui est laissée à ce qu'on appelle la société civile. Est-ce que c'est pas d'une certaine manière le modèle du technocrate et du gouvernement technique, comme ça a pu exister, comme ce dont les Italiens peuvent avoir l'habitude, qui est en train de voir le jour en France? Et est-ce qu'on a à y gagner ou à y perdre? Alors, je sais pas, l'avenir nous le dira. Ce que je constate quand même, c'est que le choix du renouvellement a été fait en grande partie par 2 types, un type qui s'appelle Ferrand et un autre type que je connais bien qui était ministre aussi sous Chirac. Et ce choix a été uniquement fait par ces 2 personnes. Donc je constate qu'il y a des moutons dans les nouveaux élus, il y a des retorses, il y a des chefs d'entreprise, mais moi j'appelle pas ça vraiment des gens de la société civile. Il y en a quelques-uns, c'est vrai. Mais je pense qu'ils ont été choisis parce que c'est des gens qui savent se taire. Aujourd'hui, où est la rébellion sur en train de se passer de la part des élus? Moi, je voudrais qu'on me le dise. Je ne la vois pas. Ils votent tous comme un seul homme. C'est super. Super. On est dans un système hyper démocratique. Il y a 99% des élus qui votent comme a dit le chef. Et ils savent même pas ce qu'a dit le chef, en plus. Mais le chef a dit, donc on vote. Rebellez-vous un peu, les mecs. Petit détail, hein. Le chef du parti,
Il a été désigné par qui? De façon démocratique? J'ai pas l'impression. Tu fais allusion à la République En Marche, là, où tu fais Oui, allusion à tous les autres groupes? mais les autres, c'est pareil. Malheureusement, ce qui me gêne, c'est que ça, c'est un groupe qui nous a dit qu'il allait faire autrement. Et quand on regarde les faits, juste les faits, on s'aperçoit qu'il fait pas mieux, voire pire que les autres. Et moi, il n'y a rien de pire pour moi qu'un mec qui te dit qu'il lave blanc, et en fin de compte, il lave sale. On sait que tu laves pas bien blanc, mais arrête de nous faire des leçons de morale. C'est-à-dire qu'on nous a fait des leçons de morale en disant qu'on allait tout changer, et quand je regarde les faits, il n'y a rien qu'à changer. Ça, je trouve ça 2 fois plus inadmissible. Okay. Alors, quelque chose que tu as souligné tout à l'heure, effectivement, lors de ces dernières élections, on a l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui aient voté ou non d'ailleurs, qui ont fait un choix davantage par défaut que par conviction. C'est ce que je vous disais précédemment, c'est clair qu'aujourd'hui, on vote pour éliminer, on ne vote pas par conviction. La conviction en politique n'existe plus. N'existe plus. La preuve, en plus, on nous manipule derrière. Rappelez-vous le nombre de fois où on nous a dit qu'il fallait voter utile. Utile, ça rentre dans la tête des gens. Voter utile, ça sert à rien de voter autrement que les partis dominants. C'est ce qu'on vous explique. Et malheureusement, ça marche. Alors malgré ça, il y a quand même eu une reconfiguration de la scène politique, dans le sens où avant, on avait une alternance gauche-droite qui se faisait. Ah ben maintenant, on a une alternance fourre-tout. Donc j'ai du fourre-tout de droite, j'ai du fourre-tout de gauche, et on met ça dans le même panier à salade. Le problème, c'est que la salade, elle n'est pas bonne. J'ai des mecs de droite, j'ai des mecs de gauche, j'ai tous les mêmes dans le même moment, et les mecs savent même plus où ils habitent. Reprenez encore les mecs, je veux dire, le mec qui vient d'être nommé secrétaire d'État, c'était un fervent opposant politique, qui avait des convictions, paraît-il, 2 jours avant. On lui propose un poste de secrétaire d'État, ah ben mes convictions, j'en ai plus. T'appelles ça du renouvellement, toi? T'appelles ça du changement, toi? Pas moi. Mais on veut te le faire croire. Mais on te le bassine dans les machins. Et on peut dire, c'est pas grave. Mais c'est pas grave que les gens aient plus de conviction. L'important, c'est le résultat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le résultat de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qui est à payer par les petits, c'est maintenant. Et tous les avantages, c'est pour après. Moi, je veux qu'on m'explique. Encore une fois, je parle que sur des faits. Uniquement sur les faits. Tout ce qui peut améliorer la vie des gens, c'est repoussé à 2020, à 2040, à 2025, dans 3 ans, dans 2 ans. Par contre, tout ce qui est à payer, c'est tout de suite. Moi, j'ai du mal. Et tout de suite, comme d'habitude, pour les petits. Parce qu'encore une fois, la loi sur le reporting, la possibilité de taxer les gens, la possibilité de taxer RNB, de taxer tous ces gens, comme par hasard, ça passe pas. Vous vous rendez compte qu'il y a 60 à 80 milliards d'euros par an de fraude fiscale. Et que M. Macron, malgré ses promesses, n'a toujours pas supprimé le verrou de Bercy. Verrou de Bercy qui permet aux gros fraudeurs de négocier, de payer une amende et de ne plus être poursuivis. Il y a une grosse boîte, une banque là, qui avait détourné 1,6 milliard d'euros. 1,6 milliard d'euros. Elle vient d'être condamnée à 300 millions d'euros. En arrangement, viens, on s'arrange, tu passes dans mon bureau, tu me fais un petit chèque de 300 millions. Et puis, on ne parle plus du reste et vous n'êtes plus poursuivi pénalement. Il n'y a plus de poursuite pénale. C'est ça la justice sociale? La justice humaine? Est-ce que ça, c'est travailler pour l'ensemble du peuple? Là, on avait la possibilité de récupérer 1,6 milliard. Ben non. On se récupère un petit 300 millions. C'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'ils ont détourné. On arrête les poursuites fiscales et les poursuites pénales. Toi, tu fraudes 250 € parce que tu vas aller travailler le week-end pour nourrir ta famille. Ils viennent d'embaucher 200 personnes pour contrôler les mecs au RSA. 200 personnes. Est-ce que ça, c'est normal? Je suis désolé. Et je vous jure, je ne suis pas un anarchiste, je ne suis pas etc. Mais c'est des injustices flagrantes qui sont en train de se développer sur la France. Des injustices flagrantes. Ces gens-là ne travaillent que pour une seule chose maintenant, pour le profit. Pour le profit. Et si vous regardez bien la définition du profit, c'est réservé qu'à quelques-uns. Moi, je préférerais des gens qui travaillent pour le partage, parce que le partage, c'est pour tous. Quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est des menteurs. Il y a de l'argent. Mais on la prend seulement dans la poche des petits. Pour conclure sur la scène politique, donc on a aujourd'hui une situation qui s'est reconfigurée, mais qui semble un peu figée, avec un Macron qui a réussi à incarner la centralité qui était occupée avant par l'alternance gauche-droite, et 2 oppositions présentées comme radicales, celle du Front National et celle de la France Insoumise, qui jusqu'à maintenant se neutralisent mutuellement.
alors que de fait, l'adhésion, comme tu l'as dit, au projet de la République En Marche semble minoritaire dans ce pays. Alors, du coup, la question, c'est est-ce que cette situation elle peut durer éternellement et est-ce que tu as une idée de comment on fait pour s'en sortir? Ah non, mais je pense que la situation ne pourra pas durer éternellement. Par contre, je pense que de plus en plus, ils vont être obligés de durcir un certain nombre de choses, de durcir des lois, de manipuler l'opinion. Parce que de plus en plus, l'opinion est manipulée. Et je vous rappelle quand même, personne ne s'en rend compte. Mais aujourd'hui, la liberté d'expression est en train d'être étouffée en France. Citez-moi un ou deux canards qui est libre. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des types comme Bolloré qui font un procès à deux associations et à deux individus parce qu'ils avaient partagé une information sur Facebook et qui leur demandent 52 millions d'euros de dommages et intérêts. Le message, il n'est pas pour les journalistes qui vont être emmerdés pendant 7 ans. Le message, il est pour les autres journalistes. Faites attention, si vous écrivez quelque chose sur moi, je peux vous faire un procès à 52 millions de dommages et intérêts. Madame Lucet, qui est une des émissions encore phares, qui défend de l'investigation réelle, elle en est à sa 3e mise en examen. Ils viennent de s'arranger pour détruire son outil de travail en supprimant les emplois précaires. Si quelque part l'information et la liberté d'expression n'est pas en train d'être étouffée tout doucement en France, expliquez-moi. Là encore une fois, je n'invente rien, c'est juste des faits. Des faits. Et ça, personne ne s'en rend compte. On a tous l'impression d'être libre. Mais vous regardez dans votre poste, aujourd'hui, il n'y a plus d'information. Il n'y a que de la soupe qu'on vous sert. Est-ce que vous voyez Le Figaro dire du mal de monsieur Dassault ou Paris Match? Est-ce que vous voyez TF1 dire du mal de monsieur Bouygues? Est-ce que vous voyez Canal+ dire du mal de monsieur Bolloré? On a maintenant une information qui commence à se McDonaldiser. Vous regardez les chaînes, c'est les 2 minutes pareilles sur toutes les chaînes d'information. Il n'y a plus véritablement d'investigation. Il n'y a plus de réalité. Alors on sort de temps en temps scandale. De temps en temps, on agite, pour déculpabiliser l'opinion, on agite un fusible, comme M. Cahuzac. M. Cahuzac qui continue à faire du golf. M. Cahuzac a failli se représenter. On agite un M. Cahuzac, on dit qu'on va changer les choses, mais réellement, on ne change pas les choses. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'aujourd'hui, pour nous faire avaler des produits de merde, pour nous faire continuer à ce qu'on soit captif dans nos énergies, ces gens-là ont besoin de lois. Ils ont besoin des élus pour nous verrouiller, pour nous empêcher. Vous vous rendez compte que les banques, petit à petit, sont en train de nous verrouiller? Ils sont en train de travailler pour qu'on n'ait plus d'argent liquide. Ils travaillent, mais ça va être un bonheur. Le jour où il n'y a plus d'argent liquide, malgré le fait qu'on va vous dire que c'est bien pour la petite vieille, qui elle se fera pas voler son argent, que c'est... Mais aujourd'hui, quand tu voudras donner du liquide après à ton petit-fils, c'est fini. La banque saura exactement ce que tu fais. La banque saura exactement combien tu as. La banque saura exactement ce que tu vas acheter. Donc d'un côté, ça va soi-disant être plus pratique, mais la liberté, tu n'en auras plus du tout. Le petit billet que tu voudras donner à ton petit-fils, qui viendra te voir chez toi, tu ne pourras plus lui donner. Parce que tu vas lui donner avec ta carte. Et donc, le fisc va le savoir. Et donc, la banque va le savoir. Ça, c'est le progrès de l'argent liquide qui va disparaître. Mais les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on les manipule. C'est bien pour la petite vieille. Si jamais elle se fait voler, elle n'aura plus sa carte. Si tu perds ton argent, je te le remplacerai sur ta carte. Tout de suite. Mais d'un autre côté, plus rien dans les mains. Tout appartient à la banque. Et quand tout va être sur une carte, parce que ça va y arriver, le jour où tu ne payes pas ton amende, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bouton. Plus de carte, plus de vie. Puisque tout sera sur ta carte. Vive le progrès au profit de quelques-uns. Parce que là, c'est du progrès qui va être uniquement au profit de quelques-uns. L'ensemble des populations vont juste subir. Et les politiques sont en train de travailler, la main dans la main, avec l'économique pour arriver à ce qu'on ne soit juste que des sources de dépenses. Grâce à eux, grâce aux cartes, grâce au progrès, on saura exactement ce que tu as besoin avant que tu le saches toi-même. Je précise bien, avant que tu le saches toi-même. Comme ils auront analysé ton profil, tes besoins, là où tu cliques, etc., c'est un bonheur. Tu vas acheter ce que eux vont te dire d'acheter. Et quand eux te diront d'acheter, parce que si je rajoute à ça l'obsolescence programmée, c'est même eux qui vont décider quand un produit sera plus bon. Et comme le produit suivant, tu ne pourras pas te servir comme ça commence à se faire du produit d'avant, eh ben, tu es obligé de tout jeter à la poubelle. Je dis c'est la société qu'on nous prépare, et c'est la société auquel participent les élus d'aujourd'hui. Alors justement, pour conclure par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? On se bat, on informe.
Je suis pas Dieu, je suis pas un gourou, je le dis toujours, je suis ni une assistante sociale, ni un gourou, etc. Battez-vous, relevez-vous. On peut encore aujourd'hui, on est dans des pays, encore, où on peut encore avoir des contre-pouvoirs. Moi, j'ai voyagé dans le monde entier, il y a des pays où il n'y a plus de contre-pouvoirs. Moins on se sert des contre-pouvoirs, plus la dictature s'installe. Moins vous fouillez, moins vous lisez, moins vous creusez, plus ils mettent de la terre pour que vous ne voyez rien. Donc prenez vos pelles, creusez. On peut tout savoir aujourd'hui. Moi, mais les informations que j'ai, tout le monde dit comment tu fais. 85% à 90% de mes informations sont en milieu ouvert. Mais les gens lisent plus. Les gens regardent plus. Les gens regardent, allez, je vais vous dire une bêtise, mais c'est pas The Voice, les soupes à la télé, Plus belle la vie. Et puis on éteint le poste, on va se coucher. Mais la réelle information, la vraie liberté, on sait aujourd'hui en plus, ce qui est complètement fou, ce qui se passe soi-disant à 50 000 km d'ici, on ne sait pas que son voisin est en train de mourir de faim. Son voisin de palier. Là aussi, c'est nous qui devons reprendre en main. Comment peut-on voter pour un élu pourri ? Comment peut-on voter pour un élu pourri ? On le sait, Balkany est réélu, Guérini est réélu. Comment ces gens-là sont réélus ? C'est bien nous qui votons pour eux. On peut encore le faire. Moins on se sert de notre démocratie, moins on se sert de nos contre-pouvoirs, plus la dictature s'installe. Battez-vous. Ça vous va ? Ouais, parfait. Ouais, ok. Bon, allez, à vous de jouer. Merci. Bah, tu regardes, c'est un plaisir.